Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu, on va rentrer dans, j'allais dire, dans le vif du débat, dans les problèmes compliqués de ce qu'on a comme idée quand on parle de la PAC. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre, difficile à comprendre, et on a un tout petit peu du mal. Alors voilà, la PAC, elle est créée en 1962. Il y a un premier volet sur les céréales, et puis progressivement sur les productions animales. Et on entre dans comment dirais-je, une mise en place de ce marché unique dans les années 60, et cette mise en place se poursuit jusqu'au début des années 70. Dès cette période-là, d'ailleurs, on connaît quelques petits problèmes d'excédent. On parle déjà de fleuves de lait, de montagnes de beurre, de montagnes de poudre, etc. Enfin, ça fait déjà partie un peu du vocabulaire. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'en 1980, début des années 80, on avait au moins une certitude, c'était que l'Europe n'était pas capable de produire suffisamment de céréales. Mais dès le début des années 80, on a produit plus de céréales que ce qui était nécessaire pour l'Europe. Donc cette Europe qui avait très peu de terres et beaucoup d'habitants s'est mise à produire suffisamment pour nourrir ses hommes, alors qu'elle avait plus d'habitants que les États-Unis et beaucoup moins, et à cette époque-là, 3 fois moins de terres que les États-Unis. Donc c'est une brillante victoire de la productivité, et on a permis comme ça, j'allais dire, de réaliser l'autosuffisance en Europe pour la plupart des produits. Bien entendu, nous ne produisions pas de bananes ni d'ananas, mais pour le reste, pour la plupart des productions qui poussaient sous nos climats, nous avons été autosuffisants à peu près dès le début des années 80. Alors, autosuffisant, c'est formidable pour les consommateurs. Les consommateurs sont contents, puisque y a largement pour fournir le marché. Le problème qui se pose, c'est que les producteurs sont moins contents, parce que ça fait une pression sur les prix qui est extrêmement importante. Alors du coup, à cette époque-là, on s'est dit, le meilleur moyen pour être tranquille, ça va être d'exporter une partie de cette production. Y a des peuples qui ont faim, on va exporter, et pour exporter, on va donner des subventions. Mais ça voulait dire quand même qu'à chaque fois qu'il y avait 1 kilo supplémentaire qui était produit en Europe, il fallait créer un paquet de francs ou de Deutschmark pour pouvoir donner des subventions pour exporter ce kilo supplémentaire. Et donc on est arrivé dans une période des années 80 où le budget de la PAC a explosé au fur et à mesure que la production montait. Il fallait trouver des crédits pour financer l'exportation. Pour payer les droits de douane. Non, pas payer les droits de douane. Pas payer les droits de douane. Pour financer ce qu'on appelait les restitutions, c'est-à-dire les aides à l'exportation, prenons un terme plus facile à comprendre, donc les subventions à l'exportation. Alors, ça posait un problème budgétaire, et puis ça posait aussi un problème par rapport aux autres pays du monde. Dans les pays qui pouvaient bénéficier de ces largesses, il y avait la Russie, qui importait beaucoup de céréales des États-Unis ou d'Europe. Mais est-ce que c'était normal que nous allions, d'un certain sens, subventionner la consommation chez notre ennemi? Ce n'était pas forcément le plus intelligent. Et puis dans un certain nombre de pays en voie de développement, on voit bien les dégâts que ça pouvait occasionner, puisque nous contribuions à la baisse des prix formidables pour les consommateurs des grandes villes des pays en voie de développement, une catastrophe pour les agriculteurs de ces pays-là. Et donc on a eu une levée de bouclier contre cette politique agricole qui à la fois coûtait très cher au niveau budgétaire et détruisait une partie de la production mondiale, une partie des agriculteurs dans le monde, enfin le revenu d'une partie des agriculteurs dans le monde. Et donc il a fallu faire quelque chose. Alors, dès les années 83-84, on a pris les moyens de stopper la production dans le secteur des produits laitiers. Parce que là, le produit laitier, on ne pouvait pas continuer à exporter, c'était pas facile, c'est plus compliqué, puis c'est un produit qui est quand même beaucoup plus fragile. Donc on a mis en place un système de quotas laitiers. Mais si on avait regardé de plus près la politique qui était menée aux États-Unis, on aurait compris depuis le début que dans
dans une politique normale, il faut mettre en place aussi des outils de régulation de la production. Mais on avait en tête les affres de la guerre, on avait en tête les tickets de rationnement, et du coup, on a oublié que dès qu'on produisait suffisamment, il fallait s'arranger pour ne pas produire trop. Et alors, on a créé les quotas laitiers, ça a permis de réguler, de faire en sorte que le revenu des producteurs de lait soit préservé sans qu'il y ait un effondrement du prix. Et les entreprises s'en sont très bien tirées. Et on a eu pendant une vingtaine d'années des quotas laitiers qui ont très très bien fonctionné et qui ont permis de calmer le jeu sur la production. Ça a été une décision difficile à prendre parce que les agriculteurs ont perçu ça comme une limite à leur expansion économique, mais en attendant, ça a très bien fonctionné. Pour les céréales, on n'a pas été capable de mettre en place un système de cet ordre, au motif que il fallait produire et il fallait nourrir le monde. En fait, non, on a pu bénéficier d'une certaine opportunité à ce moment-là. On a pris la place de nos amis américains quand ils ont décidé un embargo sur les exportations vers l'URSS ou vers l'Union soviétique. Et du coup, et puis après, les Américains ont eu une période pendant laquelle ils avaient un dollar qui était très fort et donc ils ne pouvaient pas exporter, on a pris leur place aussi. Mais au bout d'un certain temps, les Américains se sont révoltés. Ils se sont d'autant plus révoltés qu'en 1989, le mur de Berlin est tombé et qu'ils n'avaient plus aucune raison de nous faire des cadeaux et plus aucune raison de tolérer que nous ayons une organisation totalement différente de celle du reste du monde et que nous puissions maintenir une exception européenne alors que la ligne de fracture du monde ne passait plus dans notre pays, dans notre univers. Et donc le mur de Berlin étant tombé, ça a changé complètement la donne. Alors là, ça a été un peu difficile parce que nous n'avions pas de politique de rechange. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de politique de rechange? On copie les autres. Et donc nous sommes allés aux États-Unis, nous avons regardé comment faisaient les États-Unis et on a pris la même politique que les États-Unis pour un univers qui n'était pas tout à fait le même. Et pendant cette période-là, on a remplacé tout le système du début du marché commun avec des droits de douane, avec un système de stockage public, etc. On a remplacé tout ça par un système qui était beaucoup plus orienté sur le marché mondial et on a compensé le revenu des agriculteurs par des aides directes. C'est-à-dire qu'on leur versait de l'argent? On leur versait directement des subventions pour leur permettre d'avoir un revenu comparable à ce qu'ils avaient avant, avec des prix qui étaient très nettement inférieurs. Et donc on a compensé le revenu des agriculteurs par une aide directe de l'État pour les agriculteurs. Moyennant quoi, on n'avait plus besoin de dépenser d'argent pour exporter comme on le faisait avant, mais ça s'est traduit par un chèque qui était donné à un certain nombre d'agriculteurs en fonction pour leur permettre de ne pas avoir de chute de revenus trop importante par rapport à ce qu'ils avaient connu dans le passé. Et donc là, on a changé complètement notre politique et depuis 1992, donc depuis 20 ans maintenant, nous sommes dans un système dans lequel c'est le système des aides directes qui prédomine. Et c'est ce système-là sous lequel on est encore aujourd'hui, c'est-à-dire un système dans lequel les prix du marché européen sont à peu près les mêmes que sur le marché mondial. Il n'y a plus de sas, d'écluse entre le prix du marché européen et le prix du marché mondial. Mais on est obligé, pour faire en sorte qu'il y ait encore de la production chez nous et dans notre Europe, on est obligé de donner des aides aux agriculteurs pour compenser. Cette forme de politique a été mise en place donc en 1992, a été mise en place par un artifice qui est d'avoir copié ce que faisaient les Américains. Et donc, dans les instances internationales, nous avons pu faire valoir que nous faisions la même chose que les Américains. Et donc, vis-à-vis du reste du monde, ça a été perçu un petit peu comme, j'allais dire, les deux plus grands pays du monde qui s'auto-absolvent sur leur turpitude.
C'est-à-dire que dans les 2 plus grands pays du monde, ça a été l'idée que on avait le droit d'aider les agriculteurs, et on comprend pourquoi on l'a fait. Mais quand on est dans un pays qui n'a pas d'argent ou qui n'a peu d'argent, c'est vrai que ce système-là apparaît comme un système relativement privilégié, hein, de droit. Ceci étant, je crois que ça ne sera pas facile de trouver un autre système. Enfin, il faudra réfléchir à d'autres solutions. Et c'est vrai que l'autre solution, ce serait qu'on revienne à des prix qui puissent rémunérer les agriculteurs de façon à ce qu'on n'ait plus besoin de leur donner des aides. Mais il faut qu'on puisse augmenter les prix par rapport à leur charge de production. Et puis si on augmente les prix, ça va se répercuter sur le consommateur. Alors c'est ce qu'on craint. On a vendu la politique agricole de 1992 en disant qu'on allait demander aux contribuables de payer, enfin donner des subventions aux agriculteurs, moyennant quoi les prix qui seraient plus bas sur les produits agricoles et les prix alimentaires seraient meilleur marché. En fait, c'est plus compliqué que ça parce que le prix du produit agricole n'est pas le prix du produit alimentaire. Et entre les deux, il y a un certain nombre de marges et de transformation et de commercialisation qui font que ça ne se passe pas toujours de la même façon. Pour résumer les choses, on peut dire que dans les 30 dernières années, ou 40 dernières années, on va dire, dans les 40 dernières années, les prix des produits agricoles ont été divisés par 2. En monnaie constante, enfin quand on retire l'inflation, les prix ont été divisés par 2, mais les prix alimentaires sont restés à peu près au même niveau que l'inflation. Donc malgré le fait que les prix agricoles ont pu être divisés par 2, ça n'a pas permis une baisse des prix alimentaires plus rapide que celle de l'inflation. Et donc, alors on peut se dire toujours, bien sûr, que si les prix des produits agricoles avaient moins baissé, les prix des produits alimentaires auraient peut-être augmenté, mais ce n'est pas certain. Et il peut y avoir, de la part des contribuables, une idée comment dirais-je, d'amertume, car ils ont été mis à contribution sans que ça ait permis pour autant une baisse considérable des prix des produits alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité du prix, elle se forme en fin de chaîne? Alors, elle se forme forcément en fin de chaîne, et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que nous ne mangeons pas du tout la même chose que ce que nous mangions il y a 30 ans ou 40 ans, et nous mangeons de plus en plus de produits qui ont été transformés, élaborés, qui sont prêts à l'emploi, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que ceux qui sont sortis du champ. Et donc, il y a une partie transformation-service qui a été très nettement augmenté, même si on peut réfléchir sur l'utilité de ce service ou de la pertinence de cette amélioration dont on parle, hein, mais je crois que ça correspond à un certain nombre de choix de société. Je vais donner quelques exemples qui sont caractéristiques. Aujourd'hui, 80% des femmes entre 25 et 50 ans travaillent. Plus de 80% des femmes travaillent entre 25 et 50 ans, ce qui est d'ailleurs plus que les hommes dans notre pays. Et donc, bien entendu, on n'a pas le même temps à consacrer à la nourriture que ce qu'on pouvait avoir dans les générations précédentes. Plus personne ne cuisine. En tout cas, la cuisine est quelque chose de plus difficile à faire dans ces conditions-là. Et puis, deuxième statistique qu'on peut donner aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a en France un logement sur 3 qui est habité par une personne seule. Et donc quand on est une personne seule, c'est plus difficile de faire la cuisine que quand il y a 6 personnes autour de la table. Et ça se justifie moins, et du coup on a des habitudes de consommation qui sont un peu différentes. Néanmoins les médecins ont tendance à dire que de faire la cuisine est une excellente chose pour ne pas devenir obèse, et donc il y a aussi à repenser peut-être un système de vie qui permettrait davantage de transformer soi-même ces produits alimentaires. Est-ce qu'il est utile d'aider les agriculteurs? Est-ce qu'il sera toujours utile d'aider les agriculteurs? Et est-ce que les aides directes ont un sens? Alors, je crois que c'est difficile de répondre à cette question de façon par un oui ou par un non. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que
on demande aux agriculteurs français ou aux agriculteurs européens un certain nombre de conditions en matière environnementale, de bien-être animal, de conditions de ne pas épandre un certain nombre de produits qui peuvent être dangereux pour les sources d'eau potable, etc. Un certain nombre de conditions qui font que leur coût de production risque d'être un tout petit peu plus élevé que pas mal d'autres. Et puis par derrière, l'idée qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce qu'il convient ou non de garder une production chez nous? Et c'est l'idée principale sur laquelle il nous faut réfléchir, c'est-à-dire que pendant longtemps, certains ont cru qu'on allait pouvoir faire fabriquer tous nos produits industriels par les Chinois et tous nos produits agricoles par les Brésiliens pour être court, pour simplifier les choses ou caricaturer les choses. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est pas toujours, c'est un gros risque qu'on prendrait par rapport à notre alimentation, ne serait-ce que par référence à la crise qu'on a eue en 2008, où on s'est bien aperçu que les prix d'un seul coup ont augmenté à toute vitesse sur les produits agricoles et que le monde risquait de manquer de nourriture et donc heureusement qu'il y avait encore de la production en Europe pour nous rassurer et faire en sorte que nous ayons largement de quoi manger. Alors, je ne vais surtout pas faire peur, c'est pas demain la veille que les Français manqueront de nourriture. Mais, par contre, ce qui peut très bien se passer, c'est qu'il y a une crise de pénurie. Et donc, s'il y a une crise de pénurie au niveau mondial, eh ben, nous aurons toujours les moyens d'acheter. Mais par contre, il y aura des gens qui seront complètement exclus de ces achats. Et donc, je crois qu'il est extrêmement important que nous prenions nos responsabilités et que nous encouragions à un minimum de production dans notre pays, enfin non pas un minimum au sens de ne pas en produire beaucoup, mais de façon à essayer d'assurer notre autosuffisance. Je pense que c'est un objectif normal, prudent, on va dire, et responsable vis-à-vis du monde. C'est-à-dire que si nous ne produisions pas assez, en cas de pénurie, nous irions acheter sur le marché mondial et nous ferions monter les prix parce que nous avons de l'argent. Et si nous faisons monter les prix, nous excluons une partie de la population des régions pauvres de ce type de nourriture. Et donc je crois qu'il est extrêmement important que nous soyons sérieux et que nous continuions à produire de la nourriture en Europe pour le bien-être de la planète.